Bonsoir. Euh, ici. Alors, pardon. Oui, bonsoir. Je voulais déjà, merci pour votre présentation, puisque je trouvais ça très intéressant et ça m'a fait prendre conscience sur un certain nombre de choses. Je voulais savoir votre avis. Donc, vous aviez parlé d'une opinion plutôt positive sur le nucléaire. Je voulais avoir votre avis donc sur les déchets radioactifs, de qu'est-ce qu'on pourrait en faire, du projet de la fusion nucléaire, même si vous en avez un peu abordé, et de comment prendre l'énergie nucléaire pour l'inclure dans un mix énergétique. Merci. D'accord. Alors, la fusion, j'ai déjà répondu. Donc, voilà. Donc, ça restera un objet virtuel d'ici à ce que vous mouriez. Voilà. Donc, là, on peut répondre à la question comme ça. Avant de répondre à la question sur le nucléaire, enfin, je vais donner une méta-réponse. J'ai dit tout à l'heure, l'énergie propre n'existe pas. Hein. Aucune énergie n'est propre, aucune énergie n'est sale. Toute énergie va avec des avantages et des inconvénients qui ne sont jamais les mêmes. Prenez l'hydroélectricité, qui est une énergie parfaitement renouvelable. Pour faire le barrage des Trois Gorges, on a déplacé 1 million de personnes, foutu en l'air le débit du fleuve, zigouillé plein d'animaux. Voilà. Donc, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est pas propre? On peut se discuter. Hein. Il y a un projet d'installation de panneaux solaires dans les Landes où on va couper 1000 hectares de forêt. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est pas propre? On peut se discuter. Vous voyez, donc bon. Alors, l'énergie nucléaire, elle a des avantages et des inconvénients que je vais brièvement décrire. Son avantage, c'est que la fission, c'est-à-dire le fait de casser un noyau d'uranium en deux, c'est extrêmement dense énergétiquement. Et pour vous donner, ça c'est la physique qui nous le dit. Et en gros, il y a autant d'énergie dans la fission d'1 gramme d'uranium que dans la combustion d'une tonne de pétrole. Donc, vous gagnez un facteur 1 million sur la quantité de matière que vous manipulez. Du coup, vous avez besoin de sortir 1 million de fois de moins de matériaux de terre, enfin pas 1 million parce qu'il y a du minerai, etc., mais quand même beaucoup moins, c'est 1000 fois. Vous avez moins de matière à transporter, à manipuler. Vous avez des installations de production qui sont en nombre beaucoup plus réduit. On fournit toute l'électricité en France avec simplement 20 sites de production. Ce n'est pas beaucoup. Quand vous regardez le nombre de décharges qu'on a en France ou le nombre d'écoles, hein, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là. Hein. Donc, ça a le gros avantage d'être capable de fournir de très grandes quantités d'électricité à partir de très petites quantités de matière et de très peu d'occupation d'espace. Et comme du coup, c'est très dense énergétiquement, là où on la met en œuvre, il faut très bien s'en protéger parce que sinon, ça vous saute à la figure. Bon. Donc, vous avez besoin d'enceintes de confinement, de ceci, de cela, de mètres de béton. Enfin, voilà. Et donc, ça prend du temps. La limite du nucléaire est essentiellement une limite en compétences. Donc, ce n'est pas une limite en matériaux. Matériaux, on en a assez. Vous avez une limite sur la ressource. L'uranium-235, il n'y en a pas assez dans le monde pour remplacer durablement toutes les centrales à charbon par des centrales nucléaires. Ça, il n'y en aura pas assez. Donc, il faut immédiatement passer à la 4e génération qui permet de multiplier les ressources accessibles par 200. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques aujourd'hui, d'utiliser l'uranium-238 et le thorium, en gros. Voilà. Mais c'est un truc qu'il faudrait faire tout de suite. Alors, notre président, dans sa grande sagesse, il a arrêté la fin de programme Croupion qu'on avait sur la 4e génération, après que Jospin, dans sa grande sagesse, ait arrêté le réacteur Super Félix, tout en laissant au CEA Félix quand même, qui a bien marché pendant 30 ans. Voilà, ça fonctionne. Les Russes ont un réacteur comme ça en fonctionnement commercial. Les Chinois sont en train d'en construire un, donc on sait que ça marche. Voilà, mais il faudrait y aller très vite. Et puis, il y a d'autres dessins qui sont possibles. Si on ne passe pas à la 4e génération, même ma grande amour du nucléaire ne fera pas que le nucléaire pourra faire une différence dans un siècle ou dans un siècle et demi, parce qu'il n'y a juste pas assez d'uranium-235 pour ça. Les inconvénients de toute énergie produit des déchets. Donc, les combustibles fossiles produisent du CO2, produisent aussi accessoirement des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre, enfin tout un tas d'autres trucs. L'hydroélectricité produit de l'occupation d'espace. Le solaire produit des trous dans la terre qui s'appellent des mines. L'éolien produit aussi des trous dans la terre qui s'appellent des mines et ça fait fuir les chauves-souris ou ça zigouille les oiseaux migrateurs. Donc voilà, toute énergie a des déchets, c'est-à-dire des externalités négatives. Alors, les déchets nucléaires, vous en avez de plusieurs catégories. Ceux qui, en général, mobilisent les débats, c'est ceux qu'on appelle de haute activité et à longue durée de vie. C'est la franche merde, j'ai envie de dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en fait pas beaucoup. La totalité des déchets nucléaires produits par le parc français, très ennuyeux, hein, haute activité, longue durée de vie, depuis sa création, depuis la création du parc français, en ordre de grandeur, tiennent dans cette salle. Dans 2 fois cette salle, on va dire. Donc, il n'y en a pas beaucoup à l'échelle du pays. Et le fait de les mettre dans un trou dans la terre, moi, est un truc qui me va très bien, parce que vous avez des réacteurs naturels qui ont fonctionné il y a 2 milliards d'années au Gabon, à Eau-Clos. C'est une histoire qu'on raconte dans la BD. Et les déchets qui ont été produits à l'époque, puisque la fission a eu lieu, donc elle a produit des produits de fission, c'est ça les déchets, hein, ils sont en gros restés là où ils ont été formés, enfin leurs descendants, parce qu'eux ont disparu depuis longtemps par radioactivité,
sont dans la roche là où ils ont été formés ou juste à côté. Voilà. Donc, si on met dans une couche géologique bien choisie des déchets qui, en plus, perdent l'essentiel de leur radioactivité en quelques siècles, c'est-à-dire que les produits de fission, au bout de 5 siècles, ils sont en gros revenus à la radioactivité de l'uranium initial qui se manipule à main nue. Oui, donc, ce n'est pas 100 000 ans, quelques siècles où c'est vraiment emmerdant. Eh bien, vous mettez ça dans une bonne couche d'argile et vous oubliez. Enfin, je veux dire, voilà. J'ai dit il n'y a pas longtemps dans un organe de presse que j'avais beaucoup plus peur des voitures dans la rue que des déchets nucléaires. Et je maintiens que tous les gens dans cette salle qui ont des enfants en bas âge, je vous invite à avoir beaucoup plus peur des bagnoles que des déchets nucléaires. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut gérer précautionneusement. Mais voilà. La vraie limite du nucléaire, c'est sa vitesse de déploiement, parce que vous avez une barrière en compétence qui est forte, parce que faire un réacteur, c'est compliqué. Le système électrique autour du nucléaire est simple, parce que c'est un système descendant classique. Vous faites de la très haute tension en tête de réseau, vous la distribuez derrière, le truc existe déjà, c'est un truc qu'on sait bien faire. Avec les nouvelles énergies renouvelables, le réseau est beaucoup plus compliqué, et du reste, personne ne sait si on arrivera jusqu'au bout de l'expérience pour les gens qui l'attendent. Hein, personne ne sait. Avec un système descendant classique, on sait que ça marche, puisque c'est ce qui marchait aujourd'hui, ça fonctionne. Mais la barrière du nucléaire est une barrière en compétence pour faire les réacteurs et pour avoir le cadre réglementaire qui permet d'aller ni trop lentement ni trop vite, dit autrement, ni de faire des conneries, ça c'est aller trop vite, mais ni d'aller trop lentement, auquel cas le risque que vous prenez, c'est un risque de ne pas avoir d'électricité à l'arrivée. Hein, et sans électricité aujourd'hui, vous n'avez plus de banque, vous n'avez plus de quoi payer vos impôts, vous n'avez plus de transport, vous n'avez plus rien. L'électricité, c'est devenu strictement vital aujourd'hui. Hein. Si demain matin, je ne sais pas si vous avez lu ce roman qui s'appelle Ravage, mais si demain matin, vous supprimez la totalité de l'approvisionnement électrique en France pour 6 mois, vous avez 10 millions de morts. Oui, au moins. Vous n'avez plus d'eau potable, vous avez donc caca dans le robinet, enfin, 10 millions de morts, je pense, hein, vraiment. Donc, on voit, donc voilà, donc le nucléaire doit être mis en balance avec le risque de ne pas avoir de l'électricité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que très peu de gens arrivent à comprendre. C'est très, très difficile de sortir du débat de « il y a un risque, donc on ne fait pas ». Oui, mais le risque de ne pas faire, c'est quoi? Alors, dans la BD, on a pris l'image du parachute ventral pour le nucléaire. Vous savez, le parachute ventral, il est moins bien que le parachute dorsal. Vous avez quand même le risque de vous fouler une cheville ou de vous casser une jambe à l'arrivée, mais normalement, vous restez vivant. Le nucléaire, dans mon esprit, c'est ça. Donc, le parachute dorsal, c'est les fossiles, combustibles fossiles, hein, on vous le supprime. Et à ce moment, il faut atterrir avec ce qu'on peut. Et le nucléaire est un amortisseur de la décroissance. Voilà, c'est souvent comme ça que je le dis. Donc, il ne l'évitera pas parce que c'est trop long à déployer. La barrière de compétence est trop forte, mais ça amortit. Donc, il faut en faire.